Et tout de suite, votre invité Frédéric Rivière, le chef de la délégation France Insoumise au Parlement européen, Manuel Bompard. Bonjour Manuel Bompard. Bonjour. Des manifestations contre l'obligation de se vacciner et l'extension du pass sanitaire vont avoir lieu ce week-end, demain notamment. Est-ce que vous comprenez la colère de ceux qui seront dans la rue ? Oui, je la comprends. Je comprends cette colère parce que l'intervention du président de la République lundi a été d'abord d'une brutalité inouïe, qu'il est revenu sur un certain nombre d'engagements qu'il avait pris lui-même devant les Françaises et les Français en disant jamais la vaccination sera obligatoire. Où il y a 2 mois devant l'Assemblée nationale, le ministre Monsieur Véran disait le pass sanitaire doit être réservé à des événements qui sont des événements extraordinaires et ne doit pas concerner des moments de la vie quotidienne. Et il a décidé tout seul, sans aucun débat, sans aucune discussion, après avoir réuni son fameux Conseil de défense sanitaire, que tout seul il allait généraliser ce pass sanitaire aux éléments de la vie quotidienne. Et donc il y a des inquiétudes. Il y a de la colère, il y a une menace sur nos libertés individuelles. Honnêtement, je comprends, et donc je comprends qu'il y ait l'envie d'exprimer cette colère. Et exprimer cette colère ne fait pas des gens qui ont envie de l'exprimer, des personnes qui sont irresponsables ou des personnes qui sont opposées au principe même de la vaccination. Pour ma part, je considère que la vaccination, en tout cas le principe de la vaccination, est une avancée scientifique qui est importante. Mais on peut comprendre qu'il y ait des doutes et des interrogations. Ce qu'on dit dans la majorité, dans l'entourage du président de la République, c'est que, en quelque sorte, nécessité fait loi et que le rebond de l'épidémie justifie pleinement, y compris d'ailleurs le revirement, en effet, du président de la République, puisqu'il avait dit qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire. Et selon vous, est-ce qu'on pouvait éviter les mesures qui ont été décidées par le président de la République ? Écoutez, je pense que la vaccination, elle fait nécessairement partie de la réponse sanitaire. La question est une question d'efficacité. Est-ce que c'est en la rendant obligatoire qu'on va convaincre les personnes qui aujourd'hui ont des doutes, des inquiétudes, se posent des questions sur ces vaccins, qu'il faut effectivement aller se faire vacciner? Est-ce que c'est comme ça qu'on va les convaincre? Je ne crois pas. Je crois au contraire qu'il faut faire un travail justement de conviction, pas de contrainte, qu'il faut appeler les personnes qui ont des doutes, qu'il faut en discuter, qu'il faut interroger. Et puis je crois aussi que le vaccin ne résume pas à lui seul une stratégie de réponse sanitaire, qu'il faut se poser la question de comment on prépare la rentrée dans des meilleures conditions, comment on met en place un certain nombre de choses que, en ce qui nous concerne, la France Insoumise, nous disons depuis plusieurs mois. Par exemple, généraliser les purificateurs d'air dans l'ensemble des lieux clos dans lesquels vont se réunir des gens, qu'on peut poser la question de à quand enfin un plan d'investissement massif dans les hôpitaux pour faire en sorte qu'on augmente notre capacité d'accueil en réanimation ou dans les urgences. Et ces questions-là, elles sont pas du tout traitées. On a l'impression que c'est seulement la vaccination, qui va nous sortir de la crise. Eh ben, je crois que c'est une erreur de fonctionner de cette manière. Vous dites sur Twitter, Manuel Bompard, je vous cite, les raisons de la défiance sont nombreuses. Méfiance envers les institutions, opacité totale sur les vaccins et leurs contrats, bénéfices records des labos et refus de la levée des brevets. Tout cela alimente le sentiment que le vaccin n'est rien d'autre qu'une usine à fric. Vous n'avez pas peur qu'on vous dise que vous êtes finalement dans une position un peu radicale, voire anti-vaccin, voire complotiste? Sans doute certains diront ça, mais honnêtement, si on lit ce que je dis ou ce que j'écris, je pose des questions qui me paraissent quand même normales. Vous avez aujourd'hui moins de 2% de la population en Afrique, par exemple, qui a accès à des doses de vaccins. Est-ce qu'à un moment, on peut poser le débat de la levée de la propriété intellectuelle pour faire en sorte que tout le monde puisse produire des vaccins, comme ça a été demandé par l'OMS, comme ça a été demandé par un certain nombre d'États? J'ai lu une tribune signée par le président de l'Afrique du Sud, par exemple. Bon, cette question-là, on peut se la poser. Et honnêtement, quand on voit Moderna, par exemple, qui met en place aujourd'hui des circuits d'évasion fiscale, on peut comprendre que les Françaises, les Français, de manière plus générale, les citoyens dans le monde se posent la question de savoir si les vaccins sont un outil qui nous permet de répondre à une problématique d'intérêt général, ou si c'est quelque chose qui permet de favoriser l'enrichissement d'une petite poignée, d'une petite minorité. Petite poignée et petite minorité dont il faut dire quand même que les recherches ont été essentiellement subventionnées par de l'argent public. Donc je trouve qu'on peut se poser ces questions. Si on veut créer les conditions de l'adhésion vaccinale, il faut de la transparence. Il faut un pôle public du médicament. Il faut lever les brevets pour qu'on comprenne que c'est pas ça. Les vaccins ne doivent pas être utilisés pour s'en mettre plein les poches. Donc c'est des questions que je pose. Mais bien évidemment, c'est pas une remise en cause de l'avancée scientifique que à quoi peut conduire la vaccination. Et d'ailleurs, elle a été utilisée sur d'autres maladies et je n'en conteste bien évidemment pas le principe. La réaction de millions de Français qui se sont précipités pour prendre rendez-vous, pour se faire vacciner immédiatement après les annonces d'Emmanuel Macron, on en est à 3 millions de rendez-vous pris depuis lundi soir. Est-ce que cela ne donne pas raison finalement au président de la République? Je crois que
qu'on peut comprendre que des gens qui avaient envie de passer des vacances, qui ont envie de continuer à aller au café, au restaurant, se sont dit, de toute façon, on n'a pas le choix, donc puisqu'on n'a pas le choix, on va le faire. Mais est-ce que c'est ça, créer les conditions d'une adhésion ou d'une conviction? Honnêtement, je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on le fasse. Et puis par ailleurs, dans ces rendez-vous qui ont été pris, on voit bien qu'il y a une grande partie de ces rendez-vous qui sont pris par des publics, en particulier des publics les plus jeunes, qui sont pas les personnes à risque. Et il me semble que si on veut poser la question des personnes à risque, il faut d'abord se poser la question de savoir comment on augmente la couverture vaccinale des personnes à risque. Et je ne crois pas que ce soit par la contrainte, par le gros bâton du président de la République qui vient engueuler toute la population un lundi soir à la télévision qu'on va y parvenir. Je crois que c'est une démarche au contraire de sollicitation individuelle. Ça a été fait en Espagne par exemple, où les personnes de plus de 70 ans, on est à un taux de vaccination de 99% parce qu'on a fait un travail de conviction. Et donc je pense que l'outil du président de la République, s'il peut avoir un effet spectaculaire, me paraît pas répondre à l'urgence de la situation sanitaire aujourd'hui. Ceux qui ont pris rendez-vous depuis lundi soir, vous ne pensez pas qu'au fond c'était des personnes qui ne savaient pas trop, qui étaient hésitantes, mais pas vraiment des personnes foncièrement hostiles au vaccin, et que finalement le discours du président de la République a provoqué un déclic qui au fond est peut-être salutaire? Si, sans doute, mais peut-être qu'on aurait pu le faire dans ce cas-là de manière un petit peu plus progressive, pas en disant bon allez, dans 3 semaines maintenant, si vous n'êtes pas vacciné, vous allez plus pouvoir aller au cinéma, au café ou au restaurant. Et puis par ailleurs, il faut entendre que quand on offre ou quand on présente aux gens les alternatives d'une manière aussi binaire que soit tout le monde se vaccine, soit on va revenir à un confinement, bah forcément il y a des gens qui se disent bon moi j'ai pas envie d'être confiné, on l'a déjà été plusieurs fois. Mais il n'y a pas que ça comme alternative, c'est ce que j'essaye de dire, et je crois qu'il faut qu'il y ait de la place pour un discours qui soit un discours un peu équilibré et mesuré. Lors de son allocution lundi dernier, Emmanuel Macron a également évoqué le programme de la fin de son quinquennat. Il est notamment revenu sur la nécessité, selon lui, de réformer le système de retraite. Il veut engager des discussions dès la rentrée avec les partenaires sociaux, mais prévient dans le même temps qu'il ne lancera pas cette réforme tant que nous ne serons pas sortis de la crise sanitaire. Comment vous interprétez cette formule à double détente, en quelque sorte? Ça veut dire qu'il n'a pas renoncé sur ce projet de réforme des retraites qui pourtant a quand même déclenché une des plus grandes mobilisations sociales de son quinquennat. Je lisais un sondage la semaine dernière qui disait que 80% des Françaises et des Français étaient hostiles à un nouveau report de l'âge légal de départ à la retraite. Je rappelle d'ailleurs que le président de la République, dans sa campagne électorale en 2017, avait pris un engagement noir sur blanc. Nous ne toucherons pas à l'âge légal de départ à la retraite. Donc il n'a pas renoncé, et je crois qu'il faut que tout le monde entende le message et se prépare à une mobilisation qui sera une mobilisation extrêmement dur. Nous avons appelé à une grande coalition aux organisations politiques, syndicats, en disant il faut se préparer à organiser la riposte dans la rue si le président de la République décidait d'accélérer sur ce sujet. En tout cas, il faut qu'il s'attende à nous avoir sur son chemin. Vous ne croyez pas que cette formule, c'est peut-être une façon de dire aussi je risque de ne pas pouvoir faire cette réforme, mais ça ne sera pas de ma faute? Sans doute qu'il s'offre plusieurs possibilités. Mais moi, j'ai pas entendu que ça dans son intervention lundi. J'ai aussi entendu qu'il allait accélérer la mise en œuvre de cette fameuse réforme de l'assurance chômage qui va pénaliser très fortement des gens qui ont perdu un emploi. Je suis pas certain que ça soit le moment aujourd'hui d'aller les taper au portefeuille et au porte-monnaie. Et donc, dans son discours, il y avait aussi un discours de brutalité sociale, du néolibéralisme autoritaire. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai entendu. Et donc, il faudra se préparer à organiser la riposte dans la rue, bien sûr, et puis aussi dans les élections, puisqu'en 2022, il y aura des élections présidentielles. Et je pense que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi la candidature d'opposition à ce projet-là. Merci Emmanuel Bompard. Merci à vous. Bonne journée.